Et Stéphanie, vous accueillez maintenant le professeur Bernard Sablonnière, auteur de Biologie de la personnalité, la construction du soi. C'est aux éditions Odile Jacob. Et oui, qu'est-ce qui fait que nous sommes comme nous sommes? Notre manière de réagir, d'aimer, de nous mettre en colère, d'avoir confiance ou pas confiance. Est-ce que ça vient de nos gènes ou bien de ce que nous vivons, de notre éducation ou bien de nos rencontres? Dans votre nouveau livre Biologie de la personnalité, vous nous expliquez comment notre cerveau façonne notre personnalité. Bonjour, professeur Bernard Sablonnière. Bonjour. Alors, vous commencez déjà par nous expliquer qu'il y a beaucoup de progrès et c'est avec ces progrès qu'on commence à beaucoup mieux connaître comment se joue justement ce que je viens de décrire, la personnalité. Tout se passe encore et toujours dans le cerveau. Oui, les progrès viennent dans les succès, les observations qui avancent, les projets remarquables au niveau mondial pour aller voir effectivement ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Alors, sans être d'un matérialisme excessif, on a quand même un très grand nombre de cellules dans notre cerveau qu'on appelle des neurones qui communiquent, on en a 90 milliards. En communiquant, on se donne la main, c'est ce qu'on appelle des synapses. Et il y en a 30 000 milliards dans le cerveau, donc on est loin de connaître le fonctionnement de tous les chemins par lesquels les influx nerveux passent pour nous rendre réactifs, en colère ou au contraire trop prosocial ou calme. Mais voilà, c'est ce que les chercheurs essayent d'explorer, mais on n'en est vraiment qu'au début, grâce au progrès de l'IRM fonctionnel, parce que c'est encore une technique relativement peu précise qui permet de voir s'allumer dans le cerveau certains circuits en corrélant l'augmentation d'arrivée de sang dans certains capillaires des réseaux qui s'activent. Oui, donc tout est fait à l'IRM. Tout le résultat de votre livre vient de ces progrès. Il y a aussi un peu la biologie, même si c'est un petit peu plus difficile à étudier chez l'homme. Nos façons de réagir, nos façons de se comporter, nos façons de penser dépendent non seulement des connexions entre les neurones, la façon dont l'influx se promène, mais dépend aussi de la chimie cérébrale. On a des clés chimiques dans le cerveau qui nous permettent de désirer, comme la dopamine, qui nous permettent... On en parlait hier d'ailleurs, le cerveau des amoureux. Qui nous permettent d'être très prosocial, d'être amoureux, c'est l'ocytocine. Et donc cette chimie cérébrale, elle joue aussi sur la façon de nous comporter et notamment sur les traits du tempérament. Alors évidemment, la question, c'était l'objet de mon introduction. Qu'est-ce qui fait qu'on est de telle ou telle manière? Il y a des bébés qui pleurent, il y a des bébés qui rient. Ça, c'est quoi? C'est les connexions dans le cerveau? C'est de la biologie? Oui, alors tout à fait. Il y a deux aspects. Il y a d'abord un cadre général qu'on appelle le tempérament, qui est défini à la naissance. Oui. On est plus ou moins nerveux, plus ou moins calme, on réagit plus ou moins vite aux stimuli extérieurs. Mais ça vient d'où? C'est la naissance, d'accord, mais ça vient gènes. Ça vient des gènes. Des parents ou des grands-parents. Oui, bien sûr. Et pendant la grossesse, ces gènes interagissent pour faire développer les connexions. Mais les gènes ne font pas tout. Parce que le cerveau est très immature à la naissance. Ça va lui permettre de s'adapter à notre vécu, de s'adapter à tout ce qu'on reçoit de l'éducation, de s'adapter à nos interrelations sociales. Et donc, finalement, le tempérament, c'est un cadre assez stable, assez inné à la naissance, qui nous permet de réagir. Oui. Et le caractère va évoluer tout au long de la vie. Je donne souvent l'exemple du modèle de l'iceberg. Finalement, si la personnalité était un iceberg, on aurait le tempérament qui est la partie sous-marine, la partie immergée, et le caractère qui est la partie émergée, qui est sensible à l'environnement, à tous les événements du vécu, de l'éducation, de nos relations. Donc le caractère évolue en fonction de notre vécu. Mais ça veut dire quand même, si je suis votre affaire de votre exemple de l'iceberg, c'est que le tempérament représente la plus grosse part et que finalement on peut pas trop changer. Non, parce que là la comparaison s'arrête à la partie émergée, non pas à la différence Marion de masse. Gagnon qui veut vous poser une question. Oui, parce que moi j'ai toujours entendu dire, professeur, que la personnalité résultait surtout des premières interactions avec la mère, ce que je trouve une énorme pression pour nous. Ah oui, dites donc. Donc ça c'est faux, on est d'accord? Alors, on est d'accord. Dites-moi la vérité. Alors, le tempérament qui est biologiquement déterminé à la naissance, comme on l'a dit, assez inné, mais ensuite tout ce qui est acquis, c'est ce qui va moduler ce tempérament pour donner finalement le caractère. Et ce caractère évolue
tout au long de la naissance, même depuis le début. Et vous avez raison, les facteurs éducationnels, les facteurs d'équilibre de finalement la relation paternelle et la relation maternelle, dans la capacité d'éduquer, dans la capacité de donner des limites, de pas trop surprotéger un enfant, sinon il risque de devenir narcissique, de pas avoir une distance émotionnelle trop lointaine ou être trop séparé de ses parents, qui va favoriser plutôt une instabilité émotionnelle, ce qu'on appelle le névrosisme. Donc vous avez raison, ça se joue dès le début. Et les facteurs éducationnels font partie de ces éléments importants qui modulent le caractère. Une sacrée pression quand même sur les parents. Est-ce qu'on peut avoir une éducation, entre guillemets, parfaite ? Alors là, il faut s'adresser aux psychologues qui étudient ça, bien sûr. Oui. Vous êtes là pour constater les dégâts. Ils donnent des conseils pour permettre d'avoir une attitude équilibrée, bienveillante, savoir donner des limites, savoir donner de l'affection, mais au contraire éviter les excès qui peuvent donner non pas des comportements pathologiques, mais des traits de personnalité qui parfois sont un peu excessifs. Et on en voit de nombreux exemples, notamment en société actuellement, avec les hommes et femmes de pouvoir qui sont éminemment narcissiques. C'est quoi ? C'est l'époque qui veut ça ? C'est l'éducation ? C'est leur tempérament ? C'est un peu l'époque parce que tout est communication. Donc, évidemment, la communication excessive favorise de projeter sa propre image. Les narcissiques adorent qu'on les remarque, ils veulent projeter leur image de soi, et plus ils arrosent un nombre de communicants élevé, un nombre de personnes qui les admirent, et bien plus ils nourrissent leur narcissisme, bien sûr. Vous me faites penser à plein d'hommes politiques, là. Absolument. Professeur Sablonnière, vous parlez dans votre livre des Big Five. Il y a quoi ? Il y a 5 catégories, on classe les gens en 5 catégories de personnalité, c'est ça ? Oui, alors je dirais pas qu'on classe les gens. Oui, je savais que vous alliez me reprendre, je le savais. Les psychologues essayent d'interpréter toutes les nuances du tempérament et du caractère en les classant effectivement en 5 grandes catégories, avec l'acronyme OCEAN. O, c'est les gens ouverts, très curieux, très imaginatifs. C, c'est les gens très consciencieux qui arrivent toujours à l'heure aux réunions, qui aiment bien faire les choses à fond. C'est vous ça, Stéphanie. Non, William Tanzek, je sens que c'est pas vous là, en régie. Eux, c'est les gens extravagants, très joviaux, très enclins à nouer des relations. A, c'est les gens agréables, sympathiques, empathiques, calmes, bienveillants. Et puis N, c'est le névrosisme, ce qu'on appelait avant le neuroticisme, des gens qui sont toujours sur la défensive, qui se nourrissent plutôt d'émotions négatives et qui sont toujours sur le qui-vive et sont souvent un peu anxieux. Bon, et alors eux, par exemple, c'est fichu pour eux. Est-ce qu'ils peuvent quand même changer ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous, parce qu'on a envie d'être optimiste. Oui, non, c'est pas fichu. Alors, tout n'est pas figé. Il faut pas croire que chacun, si quelqu'un regarde un petit peu les questionnaires qui permettent d'établir ses principaux traits de personnalité, on a des nuances dans les 5 grandes catégories. Il peut y avoir un trait dominant, c'est vrai, mais ça n'explique pas tout et chacun est différent de l'autre. Donc, ce qui peut se modifier, les traits réactifs immédiats, le fait d'être impulsif ou de transpirer très vite lorsque on est face à un danger, ça c'est plutôt la base biologique qui est déterminée par le tempérament. Après, le fait d'être trop réactif face au danger, ça peut être lié bien sûr à ce caractère façonné avec nos vécus propres, nos relations avec nos parents, nos relations sociales, les difficultés ou éventuellement même les violences qu'on a vécues en étant plus jeune, qui peuvent donner ce caractère un petit peu excessif, très émotionnellement réactif et très anxieux. Mais ça peut se modifier et vous savez que les psychologues sont là pour ça et également les psychiatres. Si ces traits de tempérament débordent la capacité de vivre dans un relatif équilibre avec une perception de bonheur et de bien-être. Alors, c'est vrai qu'il y a des parties assez techniques mais passionnantes. J'ai essayé de m'y atteler à lire votre livre avec des passages, en effet, où vous décrivez les zones du cerveau qui s'activent ou pas. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment très compliqué, mais justement avec ces caractéristiques, l'anxiété, etc. Il y a une partie du cortex frontal qui est différente. Comment on peut modifier ça ? Vous dites on peut modifier les psychologues, mais
part malheureusement avec des médicaments. Comment on peut faire autrement ? Est-ce qu'il y a des recettes magiques ? J'ai bien peur que non. Alors, ces différentes zones du cerveau où on regarde les réseaux s'activer, c'est purement descriptif. Et effectivement, c'est pas parce qu'on a des outils remarquables pour observer dans quel chemin de connexion s'inscrit l'amabilité ou s'inscrit l'agréabilité qu'on pourra le modifier. Alors évidemment, sans aller dans l'excès, vous le savez, il existe des modifications chimiques possibles du cerveau, notamment avec des drogues dures, qui vont modifier un circuit, le circuit de la récompense, le circuit désir-plaisir, qui peut être stimulé 100 ou 150 fois par les drogues extrêmement dures. Mais ce ne sont que des exemples. Mais de là à utiliser une camisole chimique pour modifier complètement ou supprimer complètement une nuance de notre caractère qui nous paraîtrait excessif, non, à l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Ah oui. Donc, si on n'est pas agréable, on reste désagréable, en fait. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que pourtant que ça, Marion, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ça s'apprend à être agréable, finalement. Je pense qu'on peut tous faire des efforts. Oui, mais alors... on peut modifier. Et puis, il existe aussi des méthodes de thérapie cognitive qui permettent, bien sûr, de modifier certains excès de nos nuances de caractère. Mais professeur, Marion, on est d'accord qu'on peut aussi être un peu de ces plusieurs catégories. Parce que moi, quand vous avez cité ces catégories, je me suis reconnue dans presque toutes, sauf le N. Donc, est-ce que ça c'est possible? Le N, bien sûr. Tout à fait. Mais c'est tout à fait possible et c'est tant mieux. Okay. Ça m'étonnerait qu'on puisse décrire une personnalité qui remplit uniquement les nuances d'un de ses traits de caractère. Forcément, c'est très mélangé, ce qui fait la diversité des humains. D'accord. Et évidemment, nos différences. Professeur Sablonnière, on parlait des écrans tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà là avec cette affaire extrêmement accablante sur les jeux vidéo en ligne, ce plaisir d'humilier. Alors notre invité spécialiste de la question numérique disait que c'était en substance dans la nature humaine. Quel est le vrai danger selon le scientifique que vous êtes de cette société des écrans aujourd'hui ? Alors, l'excès d'abus, c'est que ça favorise finalement à activer le circuit désir-récompense de façon anormale, réitérée tous les jours, comme par exemple ces adolescents qui ont besoin de scroller ou d'aller envoyer des messages en permanence. On a un petit plaisir immédiat, le cerveau s'en contente, mais le circuit désir-plaisir essaye toujours d'avoir plus au niveau de l'intensité et de la valence de la récompense. Et finalement, toutes ces habitudes finissent par devenir un petit peu plan-plan et on va rechercher addictif un risque, même, non ? Voilà, addictif, ouais. Et on va rechercher une récompense plus vive, plus intense, parfois plus violente et parfois plus destructive pour la capacité de bien-être et d'agir de l'individu. Est-ce que c'est irréversible ? Alors, certains psychothérapeutes et psychiatres qui traitent ces troubles addictifs vous diraient que si ce sont véritablement des troubles addictifs pathologiques, évidemment, ça devient une maladie et ça peut se traiter. Et tout ça, c'est la biologie du cerveau à l'origine. Nous ne sommes pas tous égaux. Absolument. Mais je rappelle que dans tous les comportements addictifs, là aussi, le fait d'avoir une éducation qui nous permette de savoir profiter de nos récompenses, de ne pas exagérer dans nos désirs et de savoir profiter des plaisirs qui sont apportés par l'activation de ce circuit, permet de mieux les contrôler, mieux les apprendre. Et ça aussi, vous nous en parlez de cette faculté qu'on a peut-être à se lasser des choses, à avoir besoin de plus d'adrénaline. Vous en parlez un petit peu au début. J'en parle un petit peu avec notamment les gens qui sont en permanence à la recherche de nouvelles expériences, parfois un petit peu dangereuses, et qui sont liées, on sait, dans le cerveau à une anomalie de régulation de l'effet de la dopamine, qui est cette véritable hormone du désir et de l'envie. Oui. C'est ce qui explique d'ailleurs que certains naissent plus joyeux que d'autres, cette fameuse dopamine, la sérotonine. Aussi, oui. Bon, écoutez, merci, c'était passionnant. Merci, professeur Sablonnière. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Biologie de la personnalité, la construction du soi, aux éditions Odile Jacob. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1.